La guerre en Ukraine comporte deux théâtres distincts. Le premier est la guerre d'usure brutale qui se déroule sur le champ de bataille, où des centaines de milliers de soldats s'affrontent le long d'une ligne de front de 1600 km. Le second se passe dans les airs, où les deux camps se bombardent chaque nuit avec des missiles longue portée et des essaims de drones. Le bombardement quasi constant vise à infliger tellement de dégâts à l'adversaire que poursuivre la guerre devient impossible, quel que soit l'avancement sur le terrain. Et dans cet objectif, en 2025, l'Ukraine a commencé à cibler le cœur de la machine de guerre russe. Alors, voyons ce qu'ils ont dans leur viseur et pourquoi cela a fait une différence significative. À bien des égards, la supériorité aérienne est devenue l'un des aspects les plus cruciaux de la guerre. Au sol, aucune des deux parties ne semble avoir les ressources ou effectifs pour faire plus qu'une lente et sanglante progression. Au mieux, au rythme actuel des avancées, il faudrait des années, voire des décennies, pour qu'un camp ou l'autre obtienne une victoire territoriale décisive. Mais dans les airs, l'Ukraine a accompli des progrès monumentaux. Il frappe des cibles à la fois dans les territoires occupés du Donbass, de la Crimée, de Kherson et de la région de Zaporizhia, et de plus en plus profondément à l'intérieur de la Russie depuis 2022. Mais ils ont sérieusement accéléré le rythme au début de l'été 2025 avec des cibles principales réparties en trois catégories. Premièrement, ils ont visé des installations militaires ou des sites du complexe militaro-industriel, comme des usines qui produisent du matériel militaire ou des composants. Selon un rapport récent compilé par le site ukrainien United 24 Media, au total, 132 installations militaires ont été touchées en 2025, dont 91 frappes sur des sites du complexe militaro-industriel, 25 frappes sur des installations militaires proprement dites, et 16 frappes sur des aérodromes. Cela représente une frappe réussie sur une cible militaire majeure tous les 3 jours. La plus célèbre et probablement la plus conséquente de ces opérations fut celle baptisée Opération Toile d'Araignée, menée le 1er juin. Les renseignements ukrainiens ont introduit clandestinement des dizaines de drones en Russie et les ont assemblés sur des camions lanceurs adaptés. Les camions ont été amenés près de bases aériennes russes, stratégiques, abritant la flotte de bombardiers nucléaires, puis les drones ont été lancés contre eux. L'attaque a complètement pris les Russes par surprise. Les bombardiers étaient stationnés à découvert, sans protection, comme l'exigeait le traité New START récemment expiré, imposant aux États-Unis et à la Russie de garer leurs bombardiers dans des lieux visibles par satellite. Lorsque la poussière est retombée, au moins 7 Tu-95 et 2 22-3 avaient été détruits ou endommagés, ainsi que quelques avions de transport et de détection avancés. 4 bases aériennes au total ont été touchées avec succès. La base aérienne de Valaya dans l'oblast d'Irkoutsk, la base aérienne d'Olenia dans l'oblast de Mourmansk, la base aérienne de Diaghilevo dans l'oblast de Ryazan, et la base aérienne d'Ivanovo dans l'oblast du même nom. Une autre base aérienne stratégique frappée par l'Ukraine était la base aérienne de Kanskaya dans la République d'Adigir. Ce centre logistique arrière-clé des forces aérospatiales russes, ou VKS, a été attaqué dans la nuit du 28 décembre. Mais l'Ukraine n'a pas seulement frappé des bases aériennes, elle a également ciblé, tout au long de l'année, des installations qui produisaient de l'équipement militaire russe, et ce, avec un grand succès. Le 28 mai par exemple, les forces spéciales ukrainiennes et les services de renseignement, ou SBU, ont frappé l'usine Kronstadt à Dubna, dans l'oblast de Moscou. En tant que producteur des drones Orion, Inovdets, Grom et Helios, entre autres, cette usine en difficulté, qui traverse actuellement toutes sortes de problèmes financiers, constitue un maillon essentiel dans la chaîne de production des drones russes. La même nuit, dans la même ville, les unités du SBU ont également frappé l'usine Raduga, fabricant de missiles de croisière tels que les KH-101-555 KH-69 et KH-59MK, des missiles avec lesquels la Russie frappe régulièrement l'Ukraine. Lors d'une nuit particulièrement agitée pour le complexe militaro-industriel russe, notamment dans la région de Moscou, les forces de drones des forces armées ukrainiennes ont également frappé l'usine Angstram, qui développe et produit des composants microélectroniques largement utilisés par l'armée russe. Plus tard, le 26 juillet, des drones ukrainiens auraient touché et endommagé 2 bâtiments de l'usine Signal dans la ville de Stavropol. L'usine est l'un des principaux producteurs russes d'équipements de guerre électroniques, y compris des radars, des équipements de radionavigation et des équipements radio télécommandés.
La seconde grande catégorie visée par les frappes ukrainiennes à longue portée concernait les cibles logistiques. Cela comprenait 30 frappes sur des sous-stations électriques, 28 frappes sur des infrastructures logistiques et 15 frappes sur des ports russes. La ville de Belgorod, la grande ville russe la plus proche de la frontière ukrainienne, a subi le pire des frappes sur les infrastructures électriques. La sous-station Loutch a été frappée le 5 octobre, provoquant de vastes coupures de courant, tandis qu'une autre attaque le 28 septembre a visé la centrale thermique de Belgorod et les sous-stations associées, privant d'électricité plus de 500 000 personnes. La ville a également été plongée dans l'obscurité au moins 2 fois au début de 2026 l'eau chaude, dans les systèmes de chauffage centralisés, étant apparemment indisponible jusqu'en avril ou mai. De plus, la sous-station Novobriant, dans la région de Briansk, et la centrale de cogénération d'Oriol à Oriol auraient été touchées par des missiles Neptune le 31 octobre, perturbant l'alimentation électrique de la région. D'autres frappes sur des sous-stations et d'autres installations électriques ont également été enregistrées à Vladimir, Smolensk, Voronezh et Tambov. Les forces ukrainiennes ont surtout ciblé les infrastructures ferroviaires pour frapper la logistique. Des frappes répétées sur les lignes ferroviaires dans l'oblast de Rostov, l'oblast de Leningrad, la région occupée de Zaporijia et les villes d'Oriol, Voronezh et Briansk ont fait dérailler des trains militaires et de carburant, perturbant les déplacements de troupes et de matériel. Une importante opération de sabotage sur le chemin de fer transsibérien, le 13 novembre, a temporairement bloqué une artère logistique clé. Des trains russes transportant du carburant et du matériel militaire ont aussi été visés. En mai, les forces spéciales du GUR ont frappé un train russe transportant du carburant en mouvement à Zaporijia, avec des drones Odolea UAV. Puis en juillet, un train transportant du carburant, des lubrifiants et du matériel militaire a été détruit dans l'oblast de Rostov. Et en août, des frappes ukrainiennes ont fait dérailler des trains de carburant près de Tokmak et Djankoï, coupant l'approvisionnement vers la Crimée. Les gares et jonctions ferroviaires russes ont aussi été touchées. Rien qu'entre juillet et août, par exemple, la gare du Sud dans l'oblast de Rostov, la gare Surovikinov dans la région de Volgograd et la gare de Djankoï en Crimée ont toutes été touchées, endommageant les lignes électriques, bloquant la circulation, interrompant les flux militaires et perturbant les routes d'approvisionnement. Et des sous-stations de traction et des armoires de relais à Rostov, Volgograd, Voronezh et Krasnodar ont également été touchées, provoquant des arrêts automatiques et de vastes perturbations ferroviaires. Imaginez Internet comme un champ de bataille, rempli d'unités ennemies, cherchant la moindre faiblesse pour s'introduire dans votre quartier général. Dans ce quartier général, vous possédez des informations secrètes et confidentielles à protéger absolument. Imaginez pouvoir brouiller toutes les pistes menant à celui-ci et le rendre invisible. Vous le feriez, non? Nous aimerions remercier notre sponsor, Surfshark, dont le VPN garde vos informations en ligne privée et protégé contre les hackers et les acteurs malveillants. Lorsque vous naviguez sur un réseau public, il est très facile d'accéder directement à vos informations, comme les numéros de carte de crédit, les données confidentielles ou les informations personnelles. Surfshark VPN empêche cela de se produire et protège, ainsi que chiffre vos données personnelles en ligne. En plus de sécuriser votre navigation, Surfshark VPN permet d'accéder à des sites et services de streaming autrement bloqués par des restrictions géographiques. Et vous n'avez besoin d'installer qu'un seul abonnement sur tous vos appareils, sans aucune limite, pour commencer à naviguer en toute sécurité dès aujourd'hui. Allez sur surfshark.com/spectacle et bénéficiez d'une garantie de 30 jours sans risque, ou utilisez le code SPECTACLE lors du paiement pour obtenir 4 mois supplémentaires de Surfshark VPN. Ports russes, ciblez surtout les installations de stockage de carburant et d'exportation de pétrole, notamment dans les ports de la mer Noire et d'Azov, essentiels à l'industrie énergétique et aux opérations navales et terrestres de la Russie. La frappe la plus marquante a eu lieu fin d'année, quand des drones ukrainiens ont touché des réservoirs pétroliers au port de Temryuk, sur la mer d'Azov, à Noël. 2 grands réservoirs de carburant ont pris feu dans le port sud de Temryuk, brûlant une zone d'environ près de 200 mètres carrés. 6 semaines plus tôt, une attaque de drones ukrainiens avait endommagé un dépôt de pétrole et un navire civil dans le port de Novorossiysk, près du kraï de Krasnodar, interrompant temporairement les exportations de pétrole depuis le plus grand terminal pétrolier russe de la mer Noire. Les attaques contre les infrastructures énergétiques russes
forment la troisième catégorie de cibles des frappes ukrainiennes à longue portée. À bien des égards, ces frappes ont été la priorité principale et ont eu les conséquences les plus marquantes. Selon le rapport United 24 de 2025, l'Ukraine a frappé les raffineries de pétrole russes 88 fois, les installations de stockage de pétrole 28 fois et les infrastructures gazières 6 fois. Par exemple, la raffinerie de pétrole de Makhachkala, au Daghestan, a été frappée dans la nuit du 21 octobre, endommageant une unité de traitement qui fournit du carburant à la flottille russe de la mer Caspienne. Ensuite, le 14 décembre, au moins 3 raffineries ont été touchées à différents endroits. La raffinerie Afivski, dans le kraï de Krasnodar, une grande raffinerie d'une capacité de 6,25 millions de tonnes par an, le dépôt pétrolier d'Uryubinsk, dans l'oblast de Volgograd, et la raffinerie Slavnev-Yanos, dans l'oblast de Yaroslavl. En plus de la frappe sur le réservoir de carburant de Temeriouk, l'Ukraine a également frappé la raffinerie de pétrole de Novochouktynsk, dans l'oblast de Rostov, avec des missiles Storm Shadow, le jour de Noël. Cependant, il y a eu d'autres frappes qui ont enfoncé le poignard encore plus profondément dans le cœur militaire de la Russie. Les frappes ukrainiennes contre les pétroliers russes en mer ont sans doute été les plus audacieuses, et aux conséquences à long terme les plus significatives. Ces pétroliers font partie de la soi-disant flotte fantôme de la Russie, qui continue de transporter du pétrole russe, malgré les sanctions occidentales. Au cours de l'année, au moins 11 pétroliers de la flotte fantôme ont subi des dommages critiques après avoir été attaqués par des drones ou avoir subi des explosions externes non spécifiées. Le SBU a revendiqué la responsabilité de 4 de ces attaques, tout en ne niant pas explicitement les autres, et a clairement indiqué qu'il entendait porter un coup important aux revenus russes issus des exportations de pétrole brut par voie maritime. Les attaques contre les pétroliers ont en réalité commencé à la fin du mois de décembre 2024, lorsque l'Ursa Major, un cargo appartenant à une société affiliée au ministère russe de la Défense, a coulé en Méditerranée à la suite de plusieurs explosions. Elles se sont ensuite poursuivies tout au long des mois d'hiver du début de l'année 2025. Le pétrolier Sea Charm a été endommagé à la mi-janvier, alors qu'il se trouvait à proximité du port de Seyhan, en Turquie. Le Grezverim a été touché près de la Libye début février. Le Siagewell a été touché dans le port de Savone, en Italie, le 15 février, et le pétrolier Koala a subi des dégâts à la suite d'explosions alors qu'il était amarré au port d'Oust-Luga, en Russie, sur la mer Baltique. Bien que les détails sur la cause des explosions dans tous ces cas restent quelque peu flous, les experts pensent qu'elles sont probablement le résultat de mines ventouses, de petites charges explosives dotées d'aimants puissants qui adhèrent à la coque d'un navire. Mais au cours de la guerre, l'Ukraine a rapidement amélioré ses capacités de drone naval, et ceci entre en scène avec force dans la seconde moitié de l'année. En juin, le pétrolier Villamoura, sous gestion grecque, a subi une explosion au large des côtes libyennes. Il transportait 1 million de barils de pétrole brut et a été remorqué au sud de la Grèce pour réparation. 2 semaines plus tard, le 6 juillet, le pétrolier EcoWizard, également sous gestion grecque, a été touché par 2 explosions à seulement 10 minutes d'intervalle. Puis, le 27 novembre, le Mersin, un pétrolier battant pavillon panaméen, géré par la société Beşiktaş Shipping, basée à Istanbul, a été endommagé au large des côtes du Sénégal, après avoir été frappé par 4 explosions externes, alors qu'il était à l'ancre près de Dakar. L'explosion a provoqué l'entrée d'eau de mer dans la salle des machines, entraînant un signal de détresse, une intervention d'urgence et l'évacuation réussie de tout l'équipage, qui est sorti indemne. Même si l'Ukraine n'a pas revendiqué l'attaque et que les autorités navales ont nié l'usage de drones, il semble, vu les événements suivants, que les nouveaux drones Sea Baby ukrainiens soient probablement responsables. En novembre, le SBU ukrainien a commencé à déployer ouvertement des Sea Babies pour attaquer des navires commerciaux russes, endommageant 3 pétroliers de la flotte fantôme en mer Noire, lors d'attaques revendiquées les 28 novembre et 10 décembre. Ces attaques ont été suivies d'une attaque de drones aériens contre un pétrolier en Méditerranée, le 19 décembre, première frappe, délibérée et assumée contre des navires commerciaux depuis le début de la guerre. Au total, ces frappes portent à au moins 11 le nombre de pétroliers de la flotte fantôme soit totalement mis hors service, soit gravement endommagés par l'Ukraine, en 2025 dont 8 transportant du pétrole brut. Ici, à The Military Show, nous vous livrons chaque jour des faits méticuleusement rassemblés, analysés et compilés dans des analyses de pointe. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour rester informé de ce qui se passe réellement dans le monde de la guerre.
La perte des pétroliers eux-mêmes représente un coût financier assez lourd pour la Russie. Alors que la plupart des pétroliers de la flotte fantôme de la Russie sont estimés assez âgés, autour de 15 ans, en remplacer un leur coûterait probablement environ 59 millions de dollars, chacun. Au prix actuel du pétrole, un pétrolier coulé transportant une cargaison de 2 millions de barils de brut russe, Urals, coûterait à la Russie plus de 200 millions de dollars. Selon SP Global, en septembre 2025, la flotte fantôme russe comprenait 978 pétroliers, avec plus de 27 000 tonnes de porc en lourd, représentant une capacité totale de 127 millions de tonnes de porc en lourd, soit environ 18,5% de la flotte mondiale de pétroliers. À première vue, l'Ukraine a encore beaucoup de chemin à parcourir avant de pouvoir réellement y changer quelque chose. Cependant, tous les pétroliers ne sont pas utilisés aussi intensivement les uns que les autres. D'après leur historique, la majorité des pétroliers touchés par l'Ukraine semblent faire partie d'un groupe beaucoup plus restreint de navires, qui effectuent plusieurs escales par an dans les ports russes, ce que l'école d'économie de Kiev a qualifié de noyau de la flotte fantôme de la Russie. Si cette évaluation est correcte, les pétroliers endommagés, ou mis hors service au cours de l'année écoulée, pourraient représenter jusqu'à 10% de la flotte totale, un résultat économique potentiellement important. Mais les conséquences de ces attaques pour la Russie ne s'arrêtent pas là. Les marchés de l'assurance ont réagi fortement à ces frappes, avec des taux pour les navires opérant en mer Noire qui ont augmenté jusqu'à 300% début décembre et ont de nouveau doublé en janvier. Les exportations russes de pétrole brut par voie maritime via la mer Noire ont chuté de 30%. Et Beşiktaş Shipping, l'un des plus grands opérateurs de pétroliers en Turquie, comprenant le Mersin et plusieurs autres navires sanctionnés par l'Ukraine, a annoncé qu'il ne transporterait plus de cargaisons russes après l'attaque contre le Mersin, invoquant des risques intenables. En résumé, il est devenu beaucoup plus dangereux et coûteux pour la Russie d'exporter son pétrole. Et c'est l'idée de base derrière toutes ces frappes que l'ancien chef du SBU, Vassil Malouk, a qualifié de sanctions cinétiques, pour affamer la machine de guerre russe en coupant l'accès aux revenus tirés de ses exportations de pétrole et de gaz. Il y a à peine 10 ans, l'économie russe dépendait fortement des revenus tirés des exportations d'énergie, ce qui a poussé feu le sénateur américain John McCain à déclarer en 2014 que la Russie est une station-service déguisée en pays. D'autres, comme le futurologue Yuval Noah Harari, le représentant américain Denny Heck et l'ancien chef de la diplomatie européenne Joseph Borrell, ont élargi cette idée, affirmant que la Russie est une station-service, dotée de l'arme nucléaire ou des variantes de cette déclaration. Jusqu'à la moitié des revenus de l'État russe provenaient des exportations de pétrole et de gaz au milieu des années 2010. Cependant, cette part a diminué de façon constante et significative au fil des années, à mesure que la Russie a de plus en plus diversifié son économie. En 2024, les revenus du pétrole et du gaz ont atteint 11,1 billions de roubles, soit environ 120,3 milliards de dollars, représentant 30% du budget fédéral, soit une baisse de 60% en un peu plus d'une décennie. Officiellement, le budget de la défense de la Russie pour 2025 était de 13,5 billions de roubles, soit environ 177 milliards de dollars au taux de change actuel. Cependant, certaines estimations évaluent les dépenses militaires et de sécurité totale à 16,8 billions de roubles, soit environ 220 milliards de dollars lorsque des catégories plus larges comme la sécurité intérieure et les postes classifiés sont incluses. Selon cette définition élargie, les dépenses militaires sont augmentées de près de 70% en 2024. À ce niveau de dépenses, les revenus pétroliers russes ne couvrent plus le coût de la guerre en Ukraine. Le gouvernement doit donc miser davantage sur la fiscalité intérieure et diversifier ses exportations, au lieu de s'appuyer sur le pétrole et le gaz. Pourtant, en 2025, le coût des frappes ukrainiennes sur les revenus pétroliers de la Russie s'est rapidement accumulé, augmentant l'urgence de diversifier ses sources de financement. Selon Yevgueni Borovikov, directeur général adjoint du principal courtier d'assurance russe, Mines, le secteur pétrolier russe a subi plus de 13 milliards de dollars de pertes directes et indirectes à la suite des attaques de drones ukrainiens en 2025. Les dommages financiers directs causés aux installations pétrolières et gazières par les frappes de drones et de missiles ont dépassé 100 milliards de roubles, soit environ 1,3 milliard de dollars les pertes de revenus, et les impacts indirects portant le coût total à plus d'1 billion de roubles, soit environ 13,1 milliards de dollars au taux actuel. Le cabinet de conseil Argus a signalé une forte baisse des livraisons de pétrole brut par oléoduc vers les raffineries russes, qui sont tombées à leur niveau le plus bas depuis 15 ans.
En 2025, les raffineries russes ont reçu 228,34 millions de tonnes de pétrole brut, soit 1,6% de moins qu'en 2024. La production totale de raffinage national a diminué de 1,7%, atteignant 262,3 millions de tonnes. De plus, les compagnies d'assurance russes ont été confrontées à une augmentation des demandes d'indemnisation dans les catégories de risques liées au terrorisme et au sabotage. Selon un rapport de février 2026 publié sur le site financier russe Commerçant, les indemnisations dans ces catégories ont dépassé la valeur totale des primes collectées. Alexei Kotoyansky, responsable de la souscription d'entreprises et assureur chez Saglessier, a confirmé ce fait, déclarant que le ratio de sinistralité sur les portefeuilles d'assurance concernés avait été multiplié par 10, les primes ne couvrant plus le volume des indemnisations. Le courtier en assurance Remind a signalé une augmentation significative de la fréquence des incidents et a affirmé que les pertes moyennes causées par une seule attaque de raffinerie atteignaient souvent entre 5 et 10 millions de dollars. Globalement, il est facile de conclure que les sanctions cinétiques fonctionnent et que l'Ukraine gagne la guerre aérienne. Il semble qu'en conjonction avec d'innombrables sanctions des nations occidentales, les frappes ukrainiennes à longue portée amènent progressivement la Russie au point où elle ne peut plus financer sa guerre, ni justifier sa poursuite auprès du public russe et de l'élite financière. Le problème, c'est qu'il y a deux camps dans cette guerre aérienne, et il faut bien plus d'efforts intellectuels pour arriver à la même conclusion en observant les dégâts des frappes russes sur l'Ukraine. En 2025, l'ampleur des bombardements nocturnes de la Russie a constamment dépassé celle de l'Ukraine, souvent de plusieurs fois, et ces attaques se sont considérablement intensifiées dans la seconde moitié de l'année. Cela faisait suite aux attaques ukrainiennes de l'été contre les infrastructures pétrolières russes, provoquant temporairement des pénuries d'essence, une interdiction d'exportation et des files d'attente dans les stations-service de plusieurs régions. Selon les données compilées par United 24, la Russie a lancé environ 2400 missiles et plus de 100 000 drones de différents types lors des frappes à longue portée en 2025. Les deux camps ont régulièrement affirmé des taux d'interception supérieurs à 90%, ce qui implique qu'environ 10 000 drones russes à longue portée et 240 missiles ont atteint leur cible au cours de l'année. Ce sont des chiffres préoccupants comparés à ceux de l'Ukraine, surtout si l'on considère à quel point la Russie est plus grande que l'Ukraine. Non seulement la Russie porte beaucoup plus de coûts, mais le simple fait qu'elle ait une population 3 fois supérieure et des infrastructures réparties sur un territoire aussi vaste rend la tâche d'infliger des dégâts significatifs et durables beaucoup plus difficile pour l'Ukraine. En raison de la censure stricte concernant les résultats des frappes russes en Ukraine, il est très difficile d'évaluer précisément l'ampleur des dégâts causés par les centaines de frappes sur les infrastructures militaires ukrainiennes, un complexe militaro-industriel, selon la Russie. Mais le fait que la fabrication de drones ukrainiens, par exemple, se déroule dans des conditions ultra secrètes par crainte de frappes russes en dit long. En revanche, les usines de drones russes, comme Kronstadt et Alaberga, sont exposées au grand jour, à la vue des opérateurs de drones ukrainiens. Alors que les dégâts militaires sont encore spéculatifs, la catastrophe humanitaire due aux frappes russes sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes s'aggrave. En plein cœur d'un hiver où les températures en Ukraine sont régulièrement descendues en dessous de -10 degrés Celsius, cela saute aux yeux. En janvier 2026, la capacité de production disponible de l'Ukraine était passée de 33,7 GW à environ 14 GW, soit environ un tiers du niveau d'avant l'invasion. Y compris la destruction de 90% de la production d'électricité thermique, 50% des installations hydroélectriques endommagées et 40% détruites. Déjà, les besoins de reconstruction à long terme du secteur énergétique sont estimés à 68 milliards de dollars et les frappes nocturnes se poursuivent sans relâche. En conséquence, des choses élémentaires comme l'électricité, le chauffage, l'eau qui coule des robinets et un système d'égout fonctionnel sont devenus des luxes pour la majorité des Ukrainiens ordinaires. Plus de 600 000 habitants de Kiev, soit environ 1 sur 5, auraient répondu à l'appel du maire Vitaly Klitschko pour quitter la ville pendant l'hiver. Des coupures d'électricité d'urgence touchent le pays depuis des semaines, sans fin prévue, la plupart des régions n'ayant que 4 heures d'électricité quotidienne. Comme vous l'imaginez, maintenir une économie à flot dans ces conditions et vivre avec un minimum de confort est très difficile. Des millions d'habitants urbains restent sans chauffage plusieurs jours, les eaux usées gelant dans les canalisations de nombreux immeubles. Certains habitants
ont dû prendre des mesures d'urgence, comme utiliser de la litière pour chat pour aller aux toilettes. Comme l'a récemment déclaré sans détour Maxime Boukmatov, de l'administration d'État du district de Desniansky, c'est désagréable, humiliant et non européen. Creuser des trous, installer des toilettes portables, utiliser des sacs plastiques et de la litière pour chat. Il faut survivre. Les canalisations éclatent déjà à Holosive et la merde déborde par les fenêtres. Face à la hausse des manifestations contre les coupures d'électricité et aux commentaires sur Telegram, de plus en plus d'Ukrainiens questionnent la logique d'intensifier les attaques à longue portée contre les infrastructures énergétiques russes, compte tenu des conséquences graves. Les Russes, à l'exception peut-être de Belgorod, ne ressentent pas les effets de la guerre aérienne à un degré aussi important qu'eux. Alors, les sanctions économiques et les sanctions cinétiques, associées à la stagnation militaire, vont-elles mettre la Russie à genoux en 2026, comme nous l'avons évoqué dans cette vidéo récente? Des armées d'Ukrainiens transis de froid, portant des sacs de litière usagés, vont-elles contraindre le gouvernement à accepter une issue défavorable à la guerre? Abonnez-vous à cette chaîne pour rester informé de l'évolution de la situation et ne rien manquer. Merci de votre attention.